aussi j'ai plein. Tu pourrais lui faire un petit ré discret. Do, la, sol, ré, si, la, fa, mi. Ré, si, la, fa, mi, c'est trop vite. Voilà. Alors, à cet endroit-là, ce n'est pas chanter ça. C'est poser un ange sur la tête. C'est posé. C'est presque pas chanté. Ah, ja. Che parlato? Parlando. Voilà. Et alors, le Père des Lumières, surtout, ne presse pas parce que c'est pressé, c'est très difficile pour la cantatrice. Oui, il faut surtout pas presser. Ré, mi, la, mi. Tu as joué la création, tout le monde sifflait. Oui, les gens étaient furieux. Ils n'ont rien compris. C'était un scandale. Incroyable. Oui. Ils étaient furieux contre la musique, ils étaient furieux contre le poème aussi, ils étaient furieux contre tout. Alors, c'est tellement beau. C'est magnifique. Oui, il y a longtemps, ça, c'était en quelle année ça? 37. Ça fait 50 ans. 1937, ça fait 50 ans, oui. Les choses ont beaucoup changé. Avant-garde. À ce moment-là, c'était très moderne. Et le lancer du silence, ça va comment? Très bien. Je voudrais bien encore une fois. Encore une fois. Nous les messieurs. Comment on dit? D'accord. Ça suffit comme ça. Vous savez, la musique, hélas, c'est une course au détrônage. Il y a un monsieur qui est le roi de l'époque, puis il arrive un jeune qui est plus intelligent que lui et qui le détrône. Et puis le jeune devient vieux, il arrive un autre jeune qui détrône le second. Et puis le second devient vieux, le troisième devient vieux, il arrive un quatrième jeune qui détrône les trois autres. Je ne vous cite pas de nom. C'est la vie, on a 20 ans, et puis un beau jour, on s'aperçoit qu'on en a 50. Puis un beau jour, on s'aperçoit qu'on en a 70. On a les cheveux tout blancs, puis il n'y a rien à faire. Mais alors, la chose terrible, c'est que vous avez maintenant des bébés, des enfants tout petits, qui ont 2 ans, qui ont 3 ans, qui ont 4 ans, qui entendent normalement du Boulez, du Xenakis, du Stockhausen. Pour eux, c'est pas de la musique moderne. Ils sont nés là-dedans, c'est de la musique classique. Ils attendent quelque chose d'autre. C'est peut-être eux qui le feront. Je vais vous donner un exemple dans la musique de piano. À l'époque de Chopin, la musique de Chopin, c'était très moderne. Et c'était inexécutable. Qui est-ce qui jouait les études de Chopin à l'époque de Chopin? Il y avait 2 personnes. Il y avait Liszt et il y avait Chopin lui-même. Et personne d'autre ne pouvait les jouer. Maintenant, tous les pianistes jouent les études de Chopin très facilement. Enfin, c'est de la musique difficile, mais ça reste faisable. Les jeunes de maintenant trouvent ça tout à fait normal. À l'époque de Chopin, c'était anormal. Faire des gammes en tierces, c'était une chose extravagante à l'époque de Chopin. Vous ne trouvez pas de gamme en tierces dans les concertos de Beethoven ou de Mozart. Du but, 28, 29. C'est la blanche pointée liée à une croche liée à une triple croche. C'est 29. 30. Ouais, c'est fini. Blanche pointée liée à croche pointée. 30.
31, blanche pointée, liée à croche, liée à double pointée. Et 32, c'est une ronde, nous avons fini. Voilà. Alors vous allez regarder ça, je le laisse sous vos yeux. Ça serait peut-être sage que vous l'écriviez. C'est casse-pied d'écrire ça, je sais bien, c'est ennuyeux, mais c'est peut-être utile de l'écrire. Moi, j'ai pris la peine de l'écrire, j'ai pris la peine de tout écrire, même les permutations pour les autres chiffres. Je n'ai rien fait en chiffres. J'ai toujours écrit avec des notes. Je vous fais remarquer ça, je suis musicien, je ne suis pas un mathématicien, je suis un musicien, j'écris avec des notes. Les gens qui ont fait des livres sur ma musique ont essayé de reproduire des tableaux et ils ont mis des tableaux de chiffres. Je trouve ça horrible, ça ne me parle pas du tout. Moi, je suis amoureux d'une durée. Je ne peux pas être amoureux d'un chiffre. Le chiffre 4, ça ne m'intéresse pas du tout. Mais une durée qui dure 4 ou une durée qui dure 5, ça m'intéresse. C'est quelque chose qui a une valeur sonore, qui a une valeur aimable. Et on peut aimer, on peut être amoureux de cette durée et des différences avec les autres durées. Mais pas d'un chiffre. Un chiffre, c'est froid, c'est sans intérêt. Ou alors, il faut avoir l'amour froid des mathématiciens. Les mathématiciens sont spécialistes de ça. L'amour froid, l'amour glacé. Moi, c'est pas mon cas. Ce titre barbare est un mot fabriqué en me servant de deux mots grecs. Chronos, qui veut dire temps, et chroma, qui veut dire couleur. Les termes étant inversés, le temps étant marqué avant la couleur, on doit le lire à l'envers et ça fait couleur du temps. Couleur du temps. Il faut prendre ce sens, ce mot-là, je veux dire, ces mots-là dans leur sens réel, pas dans le sens poétique. Si vous avez lu Peau d'âne, ceux qui sont français ici connaissent peut-être les contes de Perrault, et on lit Peau d'âne. Dans Peau d'âne a trois robes. Il y a une robe qui est couleur du soleil, une robe qui est couleur de la lune, et il y a une robe qui est couleur du temps. À l'époque de Perrault, ça voulait dire tout simplement bleu. Couleur du temps, c'est-à-dire couleur du ciel. Mais c'est pas ça que j'ai voulu dire du tout. J'ai voulu dire que les durées sont habillées par des couleurs. Le temps est coloré. Alors maintenant, quelques mots d'abord sur le fait que je vois des couleurs. Ça a été très contesté, beaucoup de gens pensent que c'est pas vrai,
eh bien, même les gens qui pensent que c'est pas vrai ne se doutent peut-être pas qu'eux-mêmes en voient et qu'ils possèdent un sixième sens sans le savoir. Ce que je vois, je ne le vois que les yeux fermés, tranquille chez moi, en réfléchissant et dans ma tête. C'est une vision intellectuelle. Mais j'ai fini par remarquer, à force de faire des études sur moi-même, que chaque complexe de son, si vous voulez, chaque accord, pour ceux qui ont fait de l'harmonie, enfin, ce sont plus que des accords, ce sont des complexes de son. Chaque complexe de son a son complexe de couleur correspondant, qui est toujours le même, quoi qu'il arrive. Mais si on transporte, je ne dis pas si on transpose, si on transporte ce complexe de son dans l'aigu, eh bien, il est dégradé vers le blanc, c'est-à-dire que les couleurs deviennent plus pâles. Si on transporte ce complexe de son dans le grave, il est rabattu par le noir, c'est-à-dire que les couleurs correspondantes deviennent plus sombres. Mais il y a une autre chose qui est assez étrange, c'est que si on transpose ces complexes de son, je ne dis plus transporter, transposer, si on les transpose au demi-ton, au ton, à la tierce, à la quarte, etc., les couleurs changent complètement. Encore une fois, c'est vrai que je vois ces couleurs, c'est vrai qu'elles y sont. Ce sont des couleurs de musiciens, il ne faudrait pas voir ça comme des couleurs de peintres. Ce sont des couleurs qui vont avec la musique. Si on essayait de reproduire ces couleurs dans un tableau, ça donnerait peut-être quelque chose d'horrible. Ce n'est pas fait pour ça, ce sont des couleurs de musiciens. C'est étrange ce que je dis là, mais c'est la vérité. La musique à ses débuts, la musique exotique par exemple, a été très compliquée rythmiquement. Et la musique harmonique en Occident à ses débuts a été très compliquée aussi. Si vous regardez la musique de Monteverdi, la musique de Frescobaldi et la musique de Gesualdo, c'est très compliqué au point de vue harmonique, c'est très chromatique et ce ne sont pas du tout des accords purs. Les accords purs sont venus, ce que vous appelez pur, c'est venu avec la musique classique dont on a tiré les traités d'harmonie et les dictionnaires de musique. Mais la musique classique a été le fruit d'un renoncement. On ne pense pas assez à ça. Un homme comme Beethoven a renoncé à tout. Dans sa musique, il n'y a plus les merveilleux accords de Monteverdi, ni même les chromatismes de Mozart. Il n'y a plus les accentuations et les rythmes féminins de Mozart. Tout ça, ça a disparu. Il a un matériau extrêmement simple. C'est ce qui lui permet de faire des thèmes et des développements magnifiques. C'est parce qu'il n'y a rien. À ce rien, il peut ajouter. Alors, ces accords purs dont vous parlez, ils ont une couleur, ils ont une petite couleur. Ils sont pas tellement colorés. On a des belles couleurs, des couleurs compliquées qu'avec la musique contemporaine. Alors, je vais vous citer, si vous voulez, quelques auteurs colorés dans l'histoire de la musique. Eh bien, en effet, Monteverdi est un auteur coloré. Dans la suite,
dans les choses chromatiques, comme la scène du commandeur de Don Giovanni, de Don Juan, par exemple, de Mozart. Là, il y a des couleurs. C'est à peu près le seul exemple de la musique classique. Les romantiques ont des couleurs. Wagner est coloré et Chopin est coloré. Et Berlioz n'a pas de couleur harmonique, il a des couleurs de timbre. C'est une chose un peu différente, il a des accords quelquefois très plats, mais il les orchestre de façon tellement merveilleuse que ça donne des couleurs. Et ça vient plutôt des timbres. Et dans la musique contemporaine, il y a Debussy qui a des couleurs, et Ravel qui a des couleurs aussi, et surtout Debussy. Et depuis, malheureusement, je crois que je suis tout seul à faire des couleurs. La plupart des musiciens actuels, c'est pas une critique, mais ils font une musique qui est grise, qui est noire, et quand elle est plus simple, qui est blanche. Mais il n'y a pas vraiment de couleur. C'est pas une critique, c'est un état de fait. Du thème, alors ça donne. Donc ça c'est avec un peu de rouge. Et ici, ça devient bleu-violet. Et ici, ça redevient or et brun. Et ici, troisième transposition, vert. Maintenant, je vais vous donner les couleurs de ce mode telles que je les vois. Rocher bleu-violet, parsemé de petits cubes gris, bleu de cobalt, bleu de pouce foncé avec quelques reflets pourpre violacé, or, rouge rubis et des étoiles mauves, noires et blanches. Mais la dominante, c'est le bleu-violet. Voilà, retenez ça, c'est bleu-violet. Le mode 2, dans sa deuxième transposition, c'est celle qui débute le thème. Je vous dis la couleur générale. Ce sont des spirales d'or et d'argent sur un fond de bandes verticales brunes et rouges rubis, et la dominante, c'est l'or et le brun. Eh bien, ce n'est pas si simple que ça de savoir quelle couleur on voit. Moi, je le sais parce que, vous voyez, j'ai pris la peine de l'écrire. Je me souviens d'avoir eu autrefois des interviews avec un critique avec qui j'écrivais un livre, que vous connaissez certainement de nom, qui était Antoine Goléa. C'était un homme très savant, qui parlait très bien français, allemand et beaucoup d'autres langues, et qui était très nerveux et qui avait des idées très précises. Et alors il me questionnait, il me dit « Répondez-moi, quelle couleur est-ce ? Dites-moi la couleur, allons !» Et alors évidemment, brutalisé comme ça, je ne pouvais plus rien dire. Et je vous dis ça parce que si vous voulez faire des essais sur vous-même et voir si vous voyez des couleurs lorsque vous entendez des sons, ce n'est évidemment pas ici en pleine chaleur et avec du monde autour de vous, vous allez y arriver. Il faut rentrer chez vous ce soir dans votre chambre, vous prendre la tête dans les mains, penser à un accord et vous dire qu'est-ce que je vois là-dessus. Et peut-être qu'au bout d'un moment, vous le saurez. Et puis enfin, là, je fais un cours, on m'a demandé de faire un cours. Alors j'essaie de donner des explications. On peut très bien écouter ma musique sans explication et sans rien comprendre. Finalement, ça n'a pas d'importance, il suffit d'écouter. Il y a des choses, évidemment, qui échappent si on est, pour certaines de mes œuvres, si on n'est pas croyant, si on n'est pas ornithologue, et si on n'aime pas la couleur, et si on n'a pas le sens du rythme, il y a des choses qui échappent.
Mais il y a d'autres choses qu'on entend.